Bonjour à tous et bienvenue sur Be Smart for Change pour cette toute nouvelle émission Rebond, une émission particulière puisqu'elle est délocalisée. On est aujourd'hui au Private Equity Exchange and Awards. Le Private Equity Exchange, c'est un événement qui est organisé par Decidor Corporate Finance, évidemment autour de l'univers du Private Equity et du capital investissement. 24e édition, il y a de l'historique, évidemment. C'est 2 jours de conférences où on rencontre évidemment des LPs, des GPs, des équipes de management, tous les conseils qui interviennent autour des opérations de LBO essentiellement, mais pas que évidemment. On parle évidemment durant ces 2 jours de l'actualité. Gabriel Attal est venu ce matin présenter sa vision pour l'économie française. Et puis bien sûr, on parle de secondaire, gros sujet d'actualité. On parle évidemment des management packages et on parle aussi de distress. Alors c'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, s'il y a distress, il y a rebond. On va parler de LBO distress, puisqu'effectivement les LBO sont de plus en plus en souffrance compte tenu du contexte économique et évidemment du gros boom qu'on a pu constater dans les années post-Covid 2021-2022. Là, la tendance se calme. Alors, on va décortiquer ce sujet avec 3 intervenants spécialisés en corporate et de conseil. Comme ça, la boucle sera bouclée. À tout de suite sur Rebond. Nous parlons donc aujourd'hui de distress LBO. Alors évidemment, le contexte économique étant particulièrement incertain ces derniers temps, toutes les entreprises sont troublées, les entreprises sous LBO évidemment souffrent également. On va en discuter avec 3 intervenants aujourd'hui qui ont participé à une conférence cet après-midi OPEX. Alors d'abord, à ma droite, Maxime Didier, vous êtes gérant chez 1996 SARL. Quelques mots peut-être sur ce que vous faites et votre expérience justement du LBO Distress. Alors, 1996, c'est une holding patrimoniale. Voilà, donc j'ai dirigé, je suis un entrepreneur, j'ai dirigé une entreprise qui a fait plusieurs LBO et j'ai eu la chance de reprendre la direction d'un LBO qui avait foiré et de le redresser l'entreprise et de rendre une partie de l'argent aux lenders. Alors on est aussi entouré de conseils avec Sophie Moreau-Garenne, vous êtes Founder and Managing Director chez SOMG Partners. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et Lionel Gouget, vous êtes Senior Partner au sein de Valtus. Bonsoir. Alors merci beaucoup à tous les 3 de partager votre expertise sur le LBO, le distress. La question qu'il faut se poser déjà, c'est pourquoi on a plus de LBO distress ces derniers temps. Évidemment, comme je disais en introduction, la conjoncture n'est pas bonne, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus dans le fond du sujet. Lionel, si vous voulez commencer. Plusieurs éléments. Enfin, la conjoncture, on sera obligé d'y passer parce qu'effectivement, ça fait partie des éléments qui sont partie prenante là-dedans. Il y a effectivement le contre-coup, entre guillemets, de tous les deals qui ont été effectués post-Covid à des valorisations relativement importantes à un moment où il y avait une euphorie post-Covid et où il fallait vraiment investir. Donc effectivement, on se retrouve dans l'échéance de temps arrivant les 5 ans traditionnels et plus, d'où le besoin éventuellement de corriger cet aspect-là. On a les répercussions de l'aspect, entre guillemets, quoi qu'il en coûte, et de tous les aspects PGE, nouveaux financements sur lesquels on arrive sur les échéances où on va avoir des remboursements opérés, ce qui vient évidemment impacter. On a un certain nombre de choses qui vont autour de la conjoncture, qui sont à la fois des tendances macro de type le thermique, etc., et des pans d'activité qui peuvent être touchés, plus des éléments plus conjoncturels, type inflation d'un certain nombre d'éléments, matières premières, énergie, évidemment coût de l'argent, et puis un tassement de la consommation également qui font que certains secteurs viennent s'ouvrir. Donc je pense que l'ensemble de ces éléments-là vient rajouter effectivement une notion conjoncturelle effectivement de crise et donc vient obérer effectivement la capacité à rembourser, notamment dans le cadre de ces LBO. Sophie ? Oui, alors on a un phénomène en France qui est déjà une sous-capitalisation des entreprises françaises qui est accentuée par le LBO et tous les éléments dont Lionel a parlé. Après, sur le LBO, ce qui est important, c'est de bien définir le LBO distressed, parce que
on considère que le LBO, ce n'est pas uniquement, il n'est pas uniquement distress que quand il est trop endetté, mais c'est un LBO où l'entreprise n'arrive plus à financer sa dette d'acquisition sans abîmer l'opérationnel. Donc quand on commence à parler de covenant, de waiver et à rentrer en mode cash, on est dans un système de LBO distressed. Alors justement, c'est un premier gros indicateur pour comprendre qu'on passe en distress. C'est vrai qu'on le répète souvent dans cette émission qu'il faut anticiper, et l'anticipation est clé dans ces cas-là. Quels sont les autres signaux d'alarme qu'il faut garder en tête pour justement repérer le distress au tout début de ces frémissements, on va dire? En fait, quand dans une structure LBO, on commence à avoir des remontées de cash excessives au détriment de la société opérationnelle, et notamment qui obère les investissements, qui nécessitent de prendre des décisions stratégiques qui sont contraires à l'objet social de la société opérationnelle. Quand on commence à financiariser de manière excessive l'actif de la société pour pouvoir remonter du cash sans vraiment travailler sur la création de valeur de la société, ce qui est l'objet initial du LBO. Maxime, vous avez l'expérience du concret, puisque vous avez dirigé des entreprises en difficulté. Racontez-nous c'est quoi les premiers signaux qu'il faut garder en tête. Je pense que les signaux ont été assez clairement expliqués. L'ennemi, en tout cas, de cette phase-là, c'est le déni. Et il peut s'expliquer d'une certaine manière parce que les conséquences de l'entrée dans le distress sont finalement assez lourdes pour tout le monde. Pour les dirigeants, pour les actionnaires et pour les créanciers. Et effectivement, le risque, c'est le standstill, dans le sens où le statu quo, plutôt. Le standstill a une connotation financière, qui viendra après d'ailleurs. Mais le statu quo est faire tourner pousser le problème, la poussière sous le tapis. Et donc, en fait, effectivement, ce que je dirais, c'est que le déni est mortel dans cette phase-là. Les indicateurs, on en a bien parlé, effectivement, c'est des prévisions et qu'il faut savoir faire de manière extrêmement prudente. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement compliqué parce que on peut avoir tendance à tuer le messager qui vient expliquer qu'effectivement, on n'est plus dans une configuration de vol normale. Je rajouterais en parallèle du déni qui est un des éléments effectivement clés, l'absence de décision qui était quelque chose qu'on voit très très régulièrement, c'est-à-dire on a conscience de la situation mais on ne sait pas ce qu'on va en faire et on va surtout repousser le tas de sable, etc. Et le troisième point, mais qui vient en amont de tout ça, c'est le côté anticipation et mettre très en amont tous les éléments de KPI, de suivi. On parlait de suivi de cash tout à l'heure, avec toujours ce qui me semble un de mes basiques d'ancien financier, c'est-à-dire le côté business plan, la flottabilité du modèle sur la longue période, sur les X années à venir, la partie budget 12 mois et 12 mois glissants qui permet de suivre ce qui va se passer effectivement sur un horizon de temps d'1 an, et puis ce qu'on appelle le rolling 13, c'est-à-dire les 13 semaines glissantes à venir pour voir si on a un mur de cash ou pas et si on arrive à gérer la liquidité immédiate. Et quand on a ces trois niveaux, effectivement, ça permet effectivement de piloter l'entreprise. Et puis effectivement, quand on commence à prendre des décisions de financiarisation, de trucs à outrance, d'éléments au détriment de la boîte, etc., c'est à ce moment-là effectivement qu'on commence à rentrer dans une zone sur laquelle il... Et puis la difficulté complémentaire typiquement liée au montage du LBO, c'est qu'on a un BP qui a structuré le montage initial. Et c'est extrêmement compliqué de revenir en arrière, et notamment de mener le vrai travail sur la société opérationnelle, de réduction de structure, de se repositionner sur les activités à forte marge, de éventuellement se couper en bras sur des activités déficitaires, parce qu'il faut qu'on alimente en fait une holding avec une dette d'acquisition.
Et donc les décisions peuvent être prises avec retard pour essayer coûte que coûte de rester dans les purs du LBO. Et c'est effectivement extrêmement compliqué pour un dirigeant de retourner voir ses actionnaires en lui expliquant en fait que le montage n'est pas forcément viable à terme. On a eu l'exemple d'une ESN sur laquelle on a travaillé, qui avait fait l'acquisition d'une structure qui a finalement été liquidée, mais sur laquelle le montage, en tout cas une dette d'acquisition avait été positionnée sur cette structure qui a finalement disparu. Donc on se retrouvait dans une déconnexion totale entre les capacités de cash flow de l'entité opérationnelle et la dette LBO, et donc qui nécessite des mesures fortes sur la dette, mais encore une fois qui doivent être vues de manière séparée entre l'entité opérationnelle et la structure d'acquisition. Donc il faut vraiment que les décisions de restructuration sur la cible se fassent un peu indépendamment de la dette qui est au-dessus, qui pourra être traitée ensuite évidemment, mais en fait dans un second temps. Et on va en parler. Mais avant ça, quel levier opérationnel il va falloir qu'on mette en œuvre justement pour rétablir la performance, que ce soit sur le court terme, on parle souvent de ces 100 premiers jours, les quick wins qu'il faut mettre en place, qui sont importants, mais aussi sur le long terme, puisque forcément on ne fait pas ça que pour les 100 premiers jours. La tour de contrôle du cash, déjà, comme le disait Lionel, avec le très court terme et le moyen terme, des reportings fiables, des suivis de marge. En fait, dans un LBO, tout est stressé en termes de temps et tout est stressé en termes de cash. Donc il faut être plus précis, plus rapide dans la sortie des chiffres et avoir un cockpit vraiment fiable de pilotage, parce qu'on est quand même sur la voie de gauche à rouler un petit peu vite, et donc il faut avoir un bon radar. Ouais, moi, je pense qu'il y a un point qui est important. Donc, le premier, c'est le constat. Il doit être partagé. Et il faut un peu se mettre dans une situation où on permet à l'organisation d'accepter la situation. Et alors, moi, j'aime bien faire 3 business plans, un optimiste, un médian, un pessimiste, pour immédiatement caler la structure de coût sur le pessimiste. Ça, c'est la première, j'allais dire ma première recette, ou ça a été mon premier réflexe. Le deuxième, c'est effectivement de partir sur une approche de base zéro. Donc on reconstruit en fait ce dont on a besoin. Et on fait très rapidement les ajustements RH dans le leadership, avec un moment, un point zéro et un point d'arrivée où on communique extrêmement clairement en disant l'équipe qui est là est l'équipe qui va continuer et qui va réaliser le redressement. Et Sophie le disait, et c'est très clair, c'est aussi le moment où il faut arrêter, où il faut changer de mindset. On ne parle plus d'EBITDA dans ces moments-là, il faut parler du cash. C'est quelque chose, un point de repère qui a un peu été perdu dans les LBO, avec des équipes de management qui ont de leur management package en multiples d'EBITDA et qui ont peut-être un peu perdu le sens de la réalité, qui est qu'une dette LBO, ça se rembourse avec du cash et pas avec de l'EBITDA. C'est aligné avec tout ce qui vient d'être dit. Le BP et partir sur le worst case, parce que de toute façon, quand on commence à rentrer, ça vole par escadrille. Donc effectivement, autant partir directement sur la base la plus basse. Les quick wins qui sont effectivement sur les bases de réduction de coûts, les EBITDA, tout ce qu'on peut prendre en quick win, mais également sur les aspects de BFR, de financement alternatif, de factors, etc. Donc tout ce qu'on peut constituer en termes de cash, sans obérer bien évidemment la flottabilité du bateau. Embarquer les équipes et embarquer les parties prenantes avec une communication, mais qui doit être sur la durée, et bien constituer cet aspect de confiance et l'équipe clé qui va gérer l'ensemble. Et puis je rajouterai un point complémentaire, c'est que quand on commence à rentrer dans une zone de tempête, il faut des marins aguerris. Et donc soit on les trouve en interne et on les fait monter, on les garde à bord et on fait en sorte qu'ils puissent affronter les vagues, soit on vient prendre les renforts qui vont bien pour effectivement se faire aider tôt
pour effectivement affronter la tempête. Sur le sujet de la communication, vous disiez en interne, en externe, mais auprès des fournisseurs, des clients, etc. Puis aussi par rapport au fonds, aux actionnaires, qui est quand même une communication à suivre et qui peut être un atout. Et il y a évidemment le sujet de la confidentialité des procédures. Comment on jongle, comment on arrive à faire de la communication tout en gardant une confidentialité? Comment ça marche? Alors déjà, une restructuration financière fonctionne que si la confidentialité de la procédure est respectée. Donc en fait, sont attraits à la procédure les actionnaires, les créanciers et donc le management. Ça, c'est effectivement une restructuration financière qui a pour objet de créer un sas de décompression pour donner de l'oxygène à la société opérationnelle qui doit, elle, continuer à fonctionner normalement et surtout ne pas affoler les parties prenantes et notamment continuer à garder ce qui est essentiel du crédit fournisseur pour fonctionner et d'éviter de se retrouver sans source de financement de BFR. Donc ça, c'est une vraie difficulté dans les restructurations. Maintenant, le cap à mener sur le cash, comme on le disait, c'est de transformer la culture d'entreprise en culture cash à tous les niveaux. Parce qu'en fait, la culture cash, c'est pas le directeur financier qui doit l'avoir, c'est les commerciaux, c'est les appros, c'est de faire comprendre aussi aux gens qui gèrent le stock que le cash est caché dans le stock. Et ça, c'est pas forcément de les alerter sur les difficultés de l'entreprise, mais c'est simplement de les métamorphoser et de les amener vers le cash. Et de comprendre que chaque action peut avoir un impact significatif sur la trésorerie en fin de mois. Donc je pense que c'est plus sur cette culture cash qui doit être insufflée à tous les niveaux, mais vraiment à tous les niveaux. Puis sans aller jusqu'à des bris de confidentialité et à parler de mandat ad hoc, de concile ou que sais-je, il y a tout un tas de messages qu'on peut délivrer sur la nécessité d'avoir tel élément à franchir, tel cap à franchir, telle action spécifique pour expliquer voilà, des éléments d'un point de vue entre guillemets stratégique opérationnel et bien communiquer sur ces éléments-là, plus sur des plans d'action correspondants. C'est valable vis-à-vis du CSE, vis-à-vis des équipes, vis-à-vis de fournisseurs spécifiques en disant voilà, madame, monsieur le fournisseur, j'ai une difficulté à vous régler à ce moment-là, mais voilà ce que je suis en train de mettre en place et voilà ce qu'on peut faire et on peut essayer de l'échelonner. Enfin, c'est l'expliquer d'un point de vue très opérationnel, très ciblé sur les besoins de la personne sans donner une vision ourbi et torbi de l'intégrité de la renégo de la dette ou de la concile qu'on est en train de mener. Donc, Alors évidemment, on l'a bien compris, cash is king quand il est question de LBO distressed ou quand il est question de distress tout court d'ailleurs. Comment on peut renégocier efficacement la structure de la dette, le sujet de l'equity, pour justement faire en sorte qu'on reparte sur de bonnes bases et qu'on ait les moyens de continuer aussi? Alors il faut vraiment donner les moyens à l'entité opérationnelle de recréer de la valeur. Donc soit sur une opération de réduction de valeur avec effectivement un BP worst case comme ça a été indiqué, soit en se laissant un petit peu de temps pour mener sa restructuration opérationnelle. Et pendant ce temps-là, il faut que la dette d'acquisition qui est logée dans la holding et effectivement cette patience et cette notion de temps pour laisser à l'entité opérationnelle de retrouver son souffle. Et donc la restructuration se fera forcément à deux échelons différents et selon deux échelles de temps, sachant que l'actionnariat a tout intérêt à récupérer de la valeur et du TRI à terme. Donc étouffer la société opérationnelle ou en tout cas la brider est vraiment pas la solution à terme. Donc il faut s'inscrire dans un calendrier qui est parfois un peu long par rapport au calendrier des fonds d'investissement. Mais c'est la seule façon de retrouver effectivement un TRI in fine. Alors, on parlait tout à l'heure du cap et de la boussole qui est l'intérêt social de l'entreprise, des conflits d'intérêts qui effectivement rentrent en jeu, les managers actionnaires. Et
il y a un cas qu'il faut, qu'il faut considérer, même s'il n'est pas très populaire chez nos amis du private equity, c'est la reprise des clés par la dette, qui, pour l'intérêt social de l'entreprise, permet de créer très rapidement des restructurations bilancielles assez radicales. Et ce cas de figure a tendance à devenir de plus en plus populaire. Donc c'est pour l'entreprise, c'est très douloureux pour les actionnaires, c'est pour l'entreprise une manière assez rapide de résoudre des problèmes. Et ça, d'ailleurs, c'est un moyen de pression qui permet effectivement à tout le monde de trouver des solutions alternatives. C'est vrai qu'on voit en ce moment quelques cas qui se multiplient effectivement de loan to equity, de conversion effectivement d'emprunt avec prise de clé. Et ça rejoint de toute façon le sujet de la new money et de la réinjection effectivement de cash pour la flottabilité de la suite. Et je rajouterais par rapport à ce qui vient d'être dit un autre élément qui est un petit peu en amont, qui est déjà de définir le besoin. C'est-à-dire de bien définir les business plans dont on a besoin avec les différents tiroirs. Est-ce qu'on fait un carve-out? Est-ce qu'on va vendre les bijoux de famille pour faire du cash? Est-ce qu'on va se débarrasser d'un actif non stratégique? Combien on va pouvoir aller récupérer en quick money, etc., BFR, etc., et faire un petit peu le marché et la longue liste de tout ce qu'on peut faire autour de ça. Et communiquer également et faire en sorte que cette base effectivement de BP et de ligne de flottaison du navire soit communiquée et que tout le monde la considère comme une vraie base entre guillemets garantie, enfin en tout cas crédible pour tout le monde, d'où l'intérêt des IBR, etc. notamment, et d'avoir cette base effectivement qui vient ajouter une notion de confiance dans la communication et va permettre ensuite d'avoir quelque chose de plus apaisé dans la discussion et dans la négociation. Il n'y a rien de pire que le truc où on arrive avec un BP pas calé, des chiffres qui ne sont pas calés et où le truc part en vrille voilà, au premier machin parce qu'effectivement on n'y arrive pas. Donc les bases déjà sont là et puis après on va décider ensemble et la new money en fait partie effectivement bien évidemment. Et effectivement, la fiabilisation des prévisions permet et quand c'est partagé avec l'ensemble des parties, permet d'être vraiment le baromètre pour déterminer qui sont les créanciers dans la monnaie et ceux qui ne le sont pas. Et après, comment on finance l'entreprise? L'apport de new money, l'apport de fresh money peut permettre de rééquilibrage de prise de pouvoir, comme le disait Maxime, mais permet aussi d'accélérer la restructuration. Là où, si on considère qu'il n'y a plus de valeur, en tout cas suffisante dans ce groupe, on va privilégier en fait des standstills longs, des étalements de dette, des allongements de maturité, qui en plus vont contribuer un cran de plus à détériorer de la valeur, puisque au moment où le fonds va vouloir sortir, ne pourra pas récupérer son TRI, le niveau de dette étant encore trop significatif à ce moment-là. Donc on est soit dans un cercle vertueux d'injection de new money, d'accélération des opérations de restructuration, avec effectivement des prises de pouvoir qui peuvent être parfois un peu douloureuses, mais qui permettent d'accélérer les restructurations, ou alors dans des opérations très longues et au final où les stakeholders se désintéressent un petit peu aussi du sujet parce que le TRI n'est plus suffisant in fine. On va s'intéresser maintenant au capital humain. Enfin, pour terminer, évidemment, comment on remobilise le management et ou réinstaurer une gouvernance adaptée à cette gestion de crise? Alors, oui, donc c'est effectivement capital. Et la première question, c'est de savoir si le leadership en place est capable de conduire la séquence et de réaliser la transformation, s'il fait partie du problème ou de la solution, en fait. Et c'est un moment un peu particulier où il faut savoir se retourner quand on est manager et rejuger son travail, changer ses pratiques, ses manières, ses approches, et ce qui est objectivement pas toujours facile. Et donc c'est la première question qu'on doit se poser, que les actionnaires doivent se poser.
ils ont d'ailleurs des conseils qui peuvent les aider pour trouver des alternatives. Merci pour le passage de ballon. Donc effectivement, sans capitaine, pas d'équipage pour affronter la tempête, ça c'est évident. Et effectivement, il nous arrive régulièrement de venir avec des profils de DG, de prise de mandats sociaux dans des moments qui ne sont pas évidents, parce qu'effectivement, quand on arrive dans ces phases, c'est tout sauf évident. Il n'y a pas de honte à ne pas vouloir ou ne pas savoir les affronter. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend plus que sur le tas, donc c'est vraiment important. Donc le capitaine, c'est le premier niveau. Ensuite, avoir des marins aguerris et motivés, donc des gens qui ont l'habitude de ces environnements ou qui sont prêts à rentrer dans ces environnements-là et constituer très vite ce petit noyau de garde rapprochés autour effectivement du capitaine pour aller le cash, la DRH, les opérations, etc. et avoir un dispositif complet et ramassé pour effectivement bien embarquer tout ce beau monde et effectivement là aussi aller vraiment dans l'action et voilà et le savoir-faire. Et là aussi il y a des choses qui ne s'apprennent pas, et il faut dérouler très vite. Tout s'accélère quand on est en crise, mais tout s'accélère, donc c'est vraiment particulièrement important. Et puis après, il peut y avoir des éléments effectivement, notamment autour des management packages et des renégociations de management package sur lesquels on voit de temps en temps ou régulièrement des fonds qui disent ok, le management package est à l'eau, on verra comment on le retraite et où on peut remettre de l'incentive pour essayer de faire en sorte que les marins aguerris ne pensent pas qu'à leur package, etc. à ce moment-là, ce qui est toujours un moment pas évident et où ça vient impacter pas mal de choses. Hein. Oui, c'est vraiment important pour que la restructuration réussisse, que le dirigeant prenne bien sa casquette de dirigeant et mette un peu de côté sa casquette d'actionnaire et ne confonde pas les deux et ne soit pas pollué en fait par cette double casquette, ce qui peut être un vrai sujet. Donc il faut avoir des gens qui aient suffisamment de sang-froid pour être capable de le faire et de faire la part des choses. Alors évidemment, les fonds peuvent aider sur des systèmes de rémunération alternatifs, mais on sent très vite quand les restructurations patinent des problèmes de conflit d'intérêts, c'est quasi systématique parce qu'en fait les intérêts ne sont pas alignés sur le bon objectif. Et encore une fois, de bien séparer les problèmes de la société opérationnelle du problème de l'actionnariat, qui est un autre sujet sur un autre calendrier. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris la parole sur ce sujet du LBO Distress. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plateau délocalisé lors du Private Equity Exchange, c'était la 24e édition qui s'est déroulée au pavillon d'Armenonville, un événement organisé par Decider Corporate Finance. Évidemment, Rebond se devait d'être là puisqu'on parlait de Distress. Distress LBO certes, mais du Distress. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode sur Bismart for Change. À bientôt.